Depuis le 28 décembre 2025, la République islamique d'Iran fait face à des manifestations massives qui ébranlent l'intégralité du pays. À l'origine, cette révolte prend racine face à la situation économique désastreuse de l'Iran, avec la chute de la monnaie locale, le rial, de l'inflation ainsi que des pénuries dans les magasins. Mais au-delà des considérations économiques, les Iraniens aspirent à plus de liberté, notamment après des décennies de pouvoir brutal du régime des mollahs. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à la question suivante: est-ce que nous sommes en train d'assister au début de la fin de la République islamique d'Iran? Et pour répondre à cette dernière, il convient de remonter le temps et de comprendre les failles structurelles du régime. Initialement, du fait de la constitution de 1906, l'Iran était une monarchie constitutionnelle, avec un monarque, le Shah, qui a des pouvoirs limités, un premier ministre responsable devant le Parlement, avec des partis politiques, ainsi qu'un mécanisme de contre-pouvoir pour empêcher l'émergence d'une monarchie absolue. En 1950, le Shah est Mohammad Reza Pahlavi. Il a donc un pouvoir limité au regard de la constitution. En plus de ça, les Iraniens ne sont pas vraiment les maîtres de leurs propres ressources, puisque les Britanniques exploitent le pétrole iranien, notamment via l'Anglo-Iranian Oil Company, qui est l'ancêtre de British Petroleum. Et cette situation, elle agace le peuple iranien parce que l'argent de l'exploitation du pétrole ne revient pas au peuple directement, ni aux infrastructures locales. Mais en 1951, il y a un député particulièrement influent, membre du Front National, pas celui de Jean-Marie Le Pen, qui a une brillante idée. Il décide de proposer devant le Parlement une loi qui vise à nationaliser les puits de pétrole. Désormais, grâce à cette loi, les bénéfices engendrés par la vente de pétrole seraient directement réinjectés dans la société iranienne et dans les infrastructures du pays. Et ce député, c'est Mohammad Mossadegh, qui devient particulièrement populaire auprès des Iraniens. Donc il y a un énorme soutien populaire par rapport au texte et au final, il est adopté par le Parlement. Cependant, le Premier ministre au pouvoir enrage et il décide de démissionner. Et à ce moment-là, vu que Mossadegh est particulièrement populaire, il devient au final Premier ministre par décret du Shah. Mais vous imaginez bien qu'il y a des personnes qui enragent de cette nouvelle loi qui vise à nationaliser le pétrole. Et ce sont les Britanniques. Ils pètent littéralement les plombs et ils décident d'émettre des sanctions économiques à l'encontre de l'Iran et de geler des avoirs iraniens au Royaume-Uni. Mais il n'y a pas que les Britanniques qui ont des intérêts dans la région, c'est aussi le cas des Américains, puisque vous l'avez compris, nous sommes au début des années 50, on est dans la logique de la guerre froide, et les Américains sont obsédés par leur volonté de réduire l'expansion du communisme dans la région et dans le monde entier. Et le souci, c'est que le communisme commence à se développer au sein de la société iranienne. Et les Américains comprennent bien que la meilleure façon d'empêcher l'expansion du communisme, c'est que le Shah, le monarque, ait beaucoup plus de pouvoir et de légitimité. C'est pour cette raison que la CIA et le MI6 britannique vont décider de mettre en place à partir de 1953 l'opération Ajax. Cette dernière vise à faire chuter le régime de Mossadegh et à donner beaucoup plus de pouvoir au Shah d'Iran. Et vu qu'ils sont malins et qu'ils ont un pognon de dingue, ils vont réussir leur coup, notamment via des pots de vin, en finançant directement les pro-Shah, mais également en réalisant des opérations sous fausse bannière. Et l'opération Ajax est un succès puisque Mossadegh est arrêté et que le Shah est désormais seul aux manettes. Mais malgré tout, les Iraniens voient d'un très mauvais œil cette intervention occidentale dans leurs affaires et ça reste encore aujourd'hui une blessure profonde. Et surtout, l'opération Ajax va être en quelque sorte un carburant idéologique pour la révolution iranienne de 1979. En 63, le Shah a beaucoup plus de pouvoir et il peut mettre en place des politiques ambitieuses. Et ça va être le cas avec ce qu'il va appeler la révolution blanche. Cette révolution blanche a plusieurs objectifs. Tout d'abord, moderniser la société iranienne, la rendre plus laïque, faire taire les opposants et maximiser le pouvoir du Shah. Donc il va y avoir plusieurs mesures comme par exemple le suffrage féminin ou bien des politiques d'industrialisation et d'investissement massif. Et les résultats vont être assez positifs puisque cela va tripler le PIB, renforcer l'armée et le taux d'alphabétisation va passer de 27 à 80%. Et en fait, ces politiques de la révolution blanche du Shah vont permettre l'émergence dans le pays d'une classe moyenne supérieure et surtout de personnes aisées. Et ces personnes aisées, elles vont vivre en quelque sorte à l'occidental. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'est pas rare de retrouver des vidéos d'archives où on peut voir des femmes iraniennes avec des lunettes de soleil ou bien des jupes. Mais attention, il ne faut pas être dupe, c'est-à-dire que ce style de vie à l'occidental était réservé à une certaine élite, qui s'est enrichie notamment via les politiques de la révolution blanche du Shah. Donc il ne faut pas imaginer que l'intégralité des Iraniens, notamment des plus pauvres, ont pu vivre de cette manière à l'occidental. Cependant, à partir de 1975, fort de ses succès, le Shah va entamer un virage beaucoup plus autoritaire, notamment avec la suppression de la pluralité des opinions politiques et des différents partis pour être remplacé par un parti unique. Le Shah va également développer une police politique du nom de Savak qui va être particulièrement violente, notamment envers ceux qui osent contredire la parole du Shah. Et surtout, ce qui enrage une partie du peuple iranien, c'est le train de vie particulièrement fastueux à la fois du Shah et de sa famille. Et surtout le fait qu'une partie de l'élite iranienne vit à l'occidental, ce qui va à l'encontre des valeurs de la religion. Un autre événement va cristalliser les frustrations, il s'agit des célébrations de Persépolis
services qui ont coûté plus de 100 millions de dollars. Car certes, la société est plus laïque, elle est plus développée d'un point de vue économique, mais il y a toujours des inégalités et surtout, le Shah est détesté par une partie de la population, notamment le clergé, les marchands et les traditionalistes, parce que l'islam chiite est vu comme une sorte de bouclier, de rempart face au développement des idées occidentales au sein de la société iranienne. Et de plus, dans l'ombre, il y a un individu qui va tirer des ficelles depuis l'étranger, il s'agit de l'ayatollah Khomeini. Khomeini a quitté le pouvoir à partir du commencement de la Révolution blanche et il s'est installé en France. À l'époque, il a le soutien de toute l'intelligentsia de gauche, comme par exemple Jean-Paul Sartre ou Simone de Beauvoir. Toujours les mêmes de toute façon. Eux, ils sont toujours dans les coups pourris. Et Khomeini va avoir une brillante idée. Il va être un petit peu le précurseur des podcasteurs modernes puisqu'il va enregistrer des cassettes à l'étranger et les envoyer directement en Iran. Et ces dernières, elles vont circuler de main en main, notamment par le biais du marché noir. Et dans ces cassettes, Khomeini est particulièrement virulent à l'encontre du Shah qui serait qu'une marionnette des Occidentaux et il souhaite la mise en place d'un régime théocratique. Et surtout, ce régime théocratique serait basé sur une gouvernance de juristes-consuls islamiques, avec donc l'application de la charia. Khomeini a également un slogan, ni Est ni Ouest, c'est-à-dire qu'il ne souhaite pas s'aligner à la fois sur le bloc occidental avec les États-Unis ou le bloc soviétique avec l'URSS. Et surtout, il va faire des alliances parfois de contre-nature avec les libéraux, les nationalistes et les communistes qui sont pourtant athées. Et à partir de 78, des manifestations vont éclater dans le pays parce que Khomeini a réussi son pari. Il a réussi à inoculer ses idées politiques et à faire en sorte d'avoir la jeunesse de son côté qui aspire à un changement profond. En février, Khomeini revient en Iran et dans la foulée, l'armée se dit neutre, ce qui lui laisse en réalité le champ libre. Le Shah quitte l'Iran en urgence et en avril 79, un référendum fonde officiellement la République islamique d'Iran. Khomeini devient alors le guide suprême et il peut mettre en place sa fameuse théocratie. Alors dès son arrivée au pouvoir, Khomeini s'attelle à l'islamisation de la société iranienne. Et déjà, les premiers qui perdent leur tête, au-delà donc des aficionados du Shah, ce sont les communistes qui l'ont pourtant aidé à accéder au pouvoir. Car vous comprenez bien que les communistes athées ne peuvent pas adhérer à ce nouveau type de régime basé sur la religion. En parallèle, Khomeini va créer les gardiens de la Révolution, qui est un corps d'armée totalement dévoué au guide suprême et à la défense du régime. Et Khomeini, il a pu accéder au pouvoir, notamment en critiquant ouvertement l'interventionnisme occidental, notamment par le biais de l'opération Ajax. Et c'est pour ça qu'il va théoriser dans ses discours un concept, celui du grand Satan, incarné par les États-Unis, qui représente l'ennemi mortel de l'Iran, et en parallèle le petit Satan, à la fois Israël et certains pays occidentaux comme le Royaume-Uni ou bien la France. Donc c'est une théocratie autoritaire basée sur la religion avec une application stricte de la charia et surtout la lutte totale contre les opposants politiques qui sont éliminés physiquement. Cependant, Khomeini fait face à une difficulté majeure puisqu'en 1980, c'est le début de la guerre Iran-Irak. Parce qu'en effet, Saddam Hussein est particulièrement inquiet par le fait que la révolution iranienne puisse s'exporter en Irak. Et il a également des volontés expansionnistes de récupérer des territoires appartenant à l'Iran. Et c'est pour cette raison qu'une guerre éclate et qu'elle va être d'une extrême violence. Alors un cessez-le-feu va être signé à partir de 1988, mais les dégâts sur l'Iran sont extrêmement lourds, puisqu'il y a près de 500 000 morts du côté iranien, de l'inflation, une augmentation de la pauvreté et 4 millions d'Iraniens qui ont quitté le pays. Et c'est aussi à partir de la guerre Iran-Irak que l'Iran va véritablement développer le principe des proxys, notamment avec le Hezbollah au Liban, qui vise notamment à attaquer des ennemis des intérêts iraniens, comme par exemple Israël. À la mort de Khomeini, Ali Khamenei devient le nouveau guide suprême en juin 1989. Il consolide le caractère autoritaire du régime, mais également en parallèle l'islamisation de la société, et mise beaucoup sur le programme nucléaire iranien, qui avait certes déjà commencé sous l'époque du Shah, mais c'est véritablement une obsession de l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Parce que posséder l'arme nucléaire sur le grand échiquier international, c'est en quelque sorte un gage de survie. Pendant des décennies, Ali Khamenei arrive à consolider son pouvoir, mais depuis quelques années, il y a une série d'échecs qui a mis en difficulté la République islamique d'Iran, notamment en 2022 avec des manifestations féministes qui ont éclaté suite à la mort de Mahsa Amini qui a été tuée par la police des mœurs. Ces manifestations ont duré plus d'1 an, elles ont ébranlé le régime, mais elles ont été réprimées dans le sang. En septembre 2024, Israël lance une opération qui a mis des années à être mise en place et qui visait à faire exploser de manière simultanée des beepers qui étaient portés par des membres du Hezbollah. Cette opération a profondément affaibli le Hezbollah et donc
donc forcément le régime iranien en parallèle. En juin 2025, il y a eu la guerre Iran-Israël et l'opération américaine Midnight Hammer lancée par Donald Trump et qui a détruit une partie significative du programme nucléaire iranien. Et donc, suite à cette série de revers qui ont été subis par la République islamique d'Iran, le rial a fini par s'effondrer, ce qui a provoqué une crise économique majeure. Alors beaucoup pourraient considérer que si aujourd'hui l'Iran se trouve face à ces difficultés majeures, c'est seulement à cause d'Israël et des États-Unis. Mais c'est une analyse un peu simpliste. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce qui a profondément affaibli le régime iranien, c'est à la fois les menaces externes, mais également les menaces internes. Il faut souligner également le fait que le régime des mollahs est particulièrement corrompu avec une logique de népotisme. Et surtout, la République islamique d'Iran était obsédée par sa propre survie, quitte à dépenser des sommes astronomiques dans sa propre sécurité, son propre maintien, avec le financement des gardiens de la révolution, de ses différents proxys dans des pays étrangers, mais également par le biais du financement du programme nucléaire iranien et de son programme balistique. Et vu que tout ceci demande un pognon de dingue, ils ont fait ce que tout pays doit faire quand ils ont besoin de liquidités, imprimer de la monnaie. Et quand vous imprimez de la monnaie, ça veut dire qu'en parallèle, vous allez créer une hyperinflation. Donc en fait, c'est à la fois la combinaison de menaces extérieures, par le biais des États-Unis, d'Israël, des attaques militaires, des sanctions économiques, articulées avec la mauvaise gestion du régime des mollahs, obsédé par sa propre survie. Et surtout, bien sûr, la logique de répression extrêmement brutale sur la population, et notamment auprès de la jeunesse, qui est de plus en plus connectée. Alors peut-on imaginer véritablement une chute du régime des mollahs dans les prochains jours et dans les prochains mois? Eh bien, sans faire le futurologue, oui, c'est possible. Peut-être pas dans l'immédiat, peut-être que ça va prendre encore quelques mois, quelques années, mais dans tous les cas, aujourd'hui, on peut constater que la République islamique d'Iran n'arrive pas à régler ses problèmes structurels. Et on peut voir depuis quelques années une logique d'accélération avec une succession d'échecs retentissants. Cependant, pour que la République islamique d'Iran puisse chuter, il faudrait en réalité une intervention étrangère. On peut imaginer que c'est le cas des États-Unis. Donald Trump a fait planer le doute, puisque par exemple, avec le succès de l'opération au Venezuela, il est en position de force. Néanmoins, il peut y avoir un effet contre-productif, puisque rappelez-vous, la population iranienne malgré tout est assez critique des Occidentaux, et ça pourrait avoir un effet inverse, c'est-à-dire à regalvaniser une partie de la population iranienne qui voudrait défendre leur pays face à l'attaque du grand Satan américain. Bien sûr, Israël a également des intérêts par rapport à la chute du régime iranien, notamment puisque ça voudrait dire la fin de son programme nucléaire militaire et donc la mort programmée de ses différents proxys. Cependant, pour le moment, ils observent la situation et ils ne semblent pas agir directement d'un point de vue militaire, mais on peut imaginer que les services de renseignement, notamment le Mossad ou bien même la CIA pour les Américains, agissent dans l'ombre directement dans le pays actuellement. En cas de chute du régime iranien, est-ce qu'on peut imaginer un retour du Shah? Eh bien là encore, ça me semble quand même extrêmement compliqué parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont justement les Iraniens qui ont viré le Shah d'Iran, notamment à cause de la répression des opposants politiques, etc. Donc l'un des descendants du Shah, qui serait peut-être légitime pour reprendre le pouvoir, pourrait être mal perçu par une partie significative de la population. On peut également se poser une question, est-ce qu'au final la chute du régime des mollahs va véritablement consacrer une possible démocratie en Iran, comme certains l'imaginent déjà? Curtis Yarvin, l'un des pères fondateurs de la néo-réaction, répond à cette question et il part du principe qu'il est impossible d'allier islam et démocratie, puisqu'en islam, il y a cette logique de soumission à Dieu, de soumission par rapport aux lois divines, ce qui est totalement consacré au sein de la population iranienne. Et même si les Iraniens aspirent à plus de liberté politique et à ne pas vivre dans un régime autoritaire, ils sont malgré tout encore très attachés à la religion. Donc pour Curtis Yarvin, cela relève du fantasme d'imaginer la possibilité qu'il y ait un jour un régime démocratique en Iran, puisqu'on a vu d'ailleurs des expériences similaires mal tournées dans les pays du Proche et Moyen-Orient. On sait également que la Chine et la Russie sont des alliés de la République islamique d'Iran. Alors est-ce que ça va changer la logique des alliances avec la Russie et la Chine s'il y a une chute du régime des mollahs? Eh bien pas vraiment, parce que comme le disait Brodel, il y a une logique de temps long en géopolitique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des alternances, des changements de régime, il y a toujours une forme de continuité stratégique et logique qui sont menées par les différents pouvoirs qui peuvent se succéder, parce que ce qui compte, ce sont les intérêts de la nation avant tout. Et par exemple, les Iraniens ont toujours intérêt à collaborer avec les Russes, notamment sur leur armement ou bien le programme nucléaire civil. Toujours est-il, c'est que pour moi, il y a une certitude, rien n'est éternel en politique, c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, et le régime des mollahs finira par chuter au regard du fait qu'aujourd'hui, il a atteint un point de non-retour. Et ça peut prendre des semaines, des mois ou encore quelques années, mais dans tous les cas, il finira par chuter. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.